Ce que je voudrais dire, c'est que pendant beaucoup d'années, la question qui s'est posée pour nous, ça a été une question d'essayer de déterminer, de répondre en fait à une interrogation qui venait d'un peu partout. Est-ce que c'est dangereux d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère? Quelque chose qui n'est pas... Alors la première question, ça a été ces gaz qu'on émet, on brûle du charbon, on brûle du pétrole, on brûle du gaz naturel, ils s'en vont dans l'atmosphère, est-ce qu'ils y restent? Ça, c'était une question qui n'était pas évidente au début. Ils y restent s'ils ne sont pas capables d'être repris par l'océan et la surface. C'est l'océan et la surface continentale, qui reprennent une partie de ça. La moitié est reprise tout de suite. Mais l'autre moitié reste très longtemps. L'autre moitié, celle qui n'est pas reprise tout de suite par la surface, se décompose à nouveau en une moitié qui reste, donc un quart de ce qu'on a émis, qui reste un siècle à peu près, au plus d'un siècle. Il y a plus d'un siècle en fait. Au bout d'un siècle, la moitié de ce qu'on a laissé initialement dans l'atmosphère est là. Donc c'est un engagement du futur absolument colossal. Ce qu'on fait là a une durée de vie énorme. Et la conclusion, c'est dans les années 50 que les gens anticipaient pour la première fois qu'on aurait ce problème-là, que ça allait se stocker dans l'atmosphère. La conclusion à l'époque, c'était d'essayer d'observer. Est-ce que ça augmente vraiment? Effectivement, dès les années 60-70, on a pu observer une augmentation qui à l'époque était encore faible du CO2 atmosphérique. La question suivante, c'est donc s'il augmente, est-ce qu'il est capable de produire un réchauffement de la planète qui soit d'une ampleur dangereuse? Alors la réponse, elle est venue, oui, petit à petit, au travers de modèles. Alors je montre toujours un transparent, un seul, avec une équation que je ne vais pas expliquer, mais pour essayer de vous dire que derrière les modèles, il y a une tentative qui a occupé une grande partie de ma vie et de celle de milliers d'autres personnes, qui est d'essayer de reproduire une planète par les équations, c'est-à-dire faire fonctionner une planète, le système que je vous ai montré au début, celui du système climatique, le reproduire dans un ordinateur avec des équations, créer une planète artificielle. Et c'est cette planète artificielle à qui on donne à manger, si je puis dire, du CO2 en plus, qui va nous donner un comportement un peu différent. Alors ce comportement un peu différent, on peut l'analyser de beaucoup de manières. Dans ces planètes artificielles, on a des océans, l'atmosphère, les continents, la végétation. On a une vraie planète artificielle avec tout ça. Alors, la résolution géographique n'est pas très fine, parce qu'on n'a pas encore assez de temps de calcul, mais on peut dire beaucoup de choses. Et les premiers diagnostics qu'on a faits, c'est des diagnostics globaux. Alors, il y a eu en particulier toute une phase de choses qui se sont faites dès les années 70 et qui sont maintenant confirmées par des résultats que je montrerai juste après, consistant à essayer de dire, selon des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, qui sont la prolongation de ce que j'ai montré dans le futur, qu'est-ce qui peut nous arriver en termes de réchauffement global? Le réchauffement global est un indice de l'importance des changements. Alors vous avez ici ce qui a été obtenu dans le début des années 2000, et c'était à partir des années donc 2000 d'essayer d'imaginer des chemins d'émissions. Alors vous avez des émissions plus optimistes. Alors tout ça dépendait pas de comportements à anticiper, plutôt par de la prospective. Donc quelle sera notre démographie, quelles seront les filières énergétiques qu'on est susceptible d'utiliser, quelle sera la mondialisation, les types d'échanges qu'on aura. Donc le scénario le plus optimiste, c'était un scénario vert ici, qui nous menait à 10 milliards de tonnes de carbone émises chaque année par les combustibles fossiles en 2050. Alors j'ai dit qu'on y est déjà, donc ce scénario vert, il est dépassé. Et ce scénario vert, quand on l'a rapporté à cette barre des 2 degrés, qui a été mise un peu par les politiques pour essayer de donner des objectifs précis, on voit qu'il était dépassé déjà. Alors ça dépend un peu des modèles. Les modèles climatiques sont compliqués, il y a une certaine incertitude sur des processus comme les nuages, mais vous voyez que, quels que soient les modèles, il y a une vingtaine de modèles à l'échelle globale qui essaient de faire ce que j'ai montré tout à l'heure, on était au-dessus de cette barre des 2 degrés déjà pour ce scénario optimiste, et alors pour les autres, beaucoup plus. Ce qui a attiré l'attention, c'est que beaucoup de scénarios du laisser-faire, quand on laisse les émissions filer, représentent un réchauffement de 5 degrés. 5 degrés, c'est ce qui nous sépare d'un âge glaciaire, et je vais montrer tout à l'heure ce que ça veut dire. Alors, c'est ici. Vous avez ici trois maps mondes, avec le réchauffement qui est associé.
Alors, je ne vais pas rentrer dans des diagnostics, dans l'explication de tous les chiffres qui sont là, ou les sigles qui sont là. Vous avez un premier globe, c'est en température moyenne, et c'est issu d'un autre modèle, mais ça corroboré par d'autres modèles qualitativement, avec les petites différences quantitatives que j'ai dites. C'est ce qui se passe si on essaie de maintenir le réchauffement à 2 degrés. Ah oui, que ce réchauffement il est maintenu à 2 degrés en moyenne globale, mais pas partout. Il reste très fort sur les continents, dans les régions arctiques. Ça, c'est si on se laisse aller vers les scénarios qui laissent un réchauffement de 4-5 degrés. Et c'est ce que donne notre modèle à ce moment-là, oui, qu'on est tiré quand même, c'est le scénario du laisser-faire. On est tiré vers des températures qui sont énormément plus fortes. Et ça, c'est quand on applique notre modèle. Donc c'est un modèle, c'est 1 million de lignes de calcul. Il faut en changer peut-être une dizaine pour se mettre dans les conditions de l'âge glaciaire, en termes d'oscillation d'extérieur, en termes de contenu à gaz à effet de serre, de topographie. Et on regarde la différence entre ce climat glaciaire qu'on reconstitue avec notre planète artificielle et puis le climat pré-industriel. Et on voit que le réchauffement qu'on a eu grossièrement entre il y a 20 000 ans et il y a 10 000 ans, quand on est passé d'un âge où la planète était recouverte tout l'hémisphère nord était recouvert de très grands glaciers de plusieurs kilomètres d'épaisseur, c'était 5 degrés. Et en gros, ce qu'on est en train de voir, c'est avec le réchauffement qu'on peut attendre dans le futur, à l'échelle du siècle qui vient, c'est à peu près en ampleur, en distribution, le réchauffement qu'on a eu quand on a quitté l'âge glaciaire pour venir à l'époque pré-industrielle, une époque dans laquelle on est resté en fait depuis 10 000 ans, on a un climat relativement stable où se sont développées nos civilisations. Donc on est sur quelque chose qui est soutenu par des preuves multiples. Ce qu'on voit aussi depuis maintenant 15 ou 20 ans, ce n'était pas le cas au début, c'est des signes que le réchauffement est en marche. Vous avez ici le réchauffement tel qu'on le voit. Donc c'est les 30 années récentes par rapport aux 15 années d'après-guerre. Et on voit quelque chose qui correspond très près à ce que les modèles ont anticipé, un réchauffement plus fort sur les régions polaires, plus fort sur les continents. Puis on a d'autres signes en altitude qui montrent que les modèles ont finalement anticipé assez bien ce qui est en train de se passer. Alors aujourd'hui, on a encore des chiffres qui sont petits. On est au début de ce réchauffement. C'est des symptômes qu'on ne peut pas voir directement, qu'on peut mesurer que par le calcul, mais ils sont là. Alors la question qui s'est posée plus récemment, c'est qu'est-ce qu'on fait en termes d'émissions de gaz à effet de serre? Alors on a raisonné de manière un petit peu différente, en posant le problème, voilà, on voudrait avoir cette trajectoire-là. Si on veut rester sous les 2 degrés, ça c'est des températures. C'est des températures pré-industrielles, températures mesurées jusqu'à maintenant, on a un réchauffement depuis quelques années, et puis on voudrait stabiliser comme sur la courbe bleue. Alors on peut demander au modèle, parce qu'il intègre tout un cycle du carbone de manière compliquée, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et le modèle nous répond ça. Il nous répond il faudrait diminuer les émissions de gaz à effet de serre, alors là en l'occurrence celle de CO2, d'un facteur 40 à 70%. Alors ça c'est, notre modèle est plutôt dans les 50%, mais c'est selon les différents modèles, 40 à 70% en 2050. Et puis avant la fin du siècle, il faut arriver à avoir des émissions négatives pratiquement, c'est-à-dire reprendre du CO2 de l'atmosphère. Et c'est ça qui est nécessaire si on veut rester sous les 2 degrés de réchauffement. Dire ça, ça veut dire effectivement qu'en 2060 ou 2070, on n'a plus de voitures telles qu'on les connaît, on n'a plus d'utilisation du charbon, du pétrole, du gaz naturel. Alors, moi, je dois dire que j'ai été agréablement surpris, mais quand même stupéfié, et puis stupéfié aussi par le fait que peut-être la prise de conscience qui a suivi n'est pas très, justement, toujours en relation avec ça, que l'accord de Paris, c'est un accord d'une force incroyable de ce point de vue-là, c'est-à-dire que tous les pays de la planète ont accepté ce diagnostic de manière claire, l'ont signé, et maintenant l'ont ratifié dans un délai incroyable de 8 mois à peu près, puisqu'aujourd'hui l'accord est en vigueur heureusement avant l'arrivée de Trump, et qui n'empêchera peut-être pas de le renier, mais il y a des délais, ça n'empêche pas non plus aussi de traîner des pieds et de ne pas faire ce qu'il faut, parce que c'est quand même quelque chose d'énorme après. Et une fois qu'on a signé ça, ça veut dire vraiment diminuer les émissions de gaz à effet de serre, non seulement les stabiliser, mais les diminuer jusqu'à ce qu'on se passe d'une énergie. Les énergies pétrolières, les énergies du pétrole, c'est 80% de l'énergie qu'on utilise à l'échelle de la planète aujourd'hui.
contre aujourd'hui, si on prend la part de l'éolien et du solaire, c'est de l'ordre d'1% de l'énergie produite. Donc ce qu'il faut, c'est dans ce délai-là, si on veut se passer de certaines énergies qui ne plaisent pas toujours, hein, donc c'est inverser ces deux chiffres, c'est-à-dire passer à 80% de ces énergies. C'est quelque chose qui est d'une difficulté très grande, et ça a amené beaucoup de pays qui se sentent plus vulnérables, et je vais le dire pourquoi, à avoir des doutes là-dessus. Alors juste avant, pourquoi on en est arrivé à cela? On peut faire un calcul, les gaz à effet de serre restent longtemps, ils engagent le futur. Donc si on ne veut pas dépasser 2 degrés, on a une certaine quantité de gaz à effet de serre qu'on a le droit d'émettre. Aujourd'hui, ça fait du temps qu'on émet des gaz à effet de serre, voilà ce qu'on a émis. Donc il nous reste ça à émettre, et ça, si on regarde combien de temps il faut pour les mettre, au rythme actuel, c'est une vingtaine d'années. Donc on a déjà engagé une grande partie de notre droit à émettre si on ne veut pas dépasser 2 degrés. Et ce qui nous reste, c'est très peu. Alors l'image que je prends, c'est souvent une bouteille, si on prend l'atmosphère comme un récipient, hein, on le remplit à une vitesse qui s'accélère tout le temps. On le remplit toujours plus vite, puisqu'on est à 10 milliards de tonnes de carbone par an. Et puis on arrive près du bord. On arrive près du bord, donc il y a un moment, et il ne fuit pas beaucoup. Il y a une partie du gaz, de ces gaz qui revient dans l'océan et les continents, mais pas suffisamment. Alors il y a un débat qui est un débat ouvert, à mon avis, mais qui est malheureusement tranché peut-être par les faits, c'est de dire est-ce qu'on peut développer des techniques pour stocker du carbone Alors il y a pas 30, et donc se donner des émissions négatives qui permettent d'émettre plus. Alors il y a deux manières de s'y prendre. Ça passe toujours par la photosynthèse. On ne sait pas faire autrement que via la photosynthèse pour capter du carbone en grande quantité dans l'atmosphère. Après, cette photosynthèse, on peut la poursuivre soit en laissant le carbone se stocker dans les sols. Il y a un projet de l'INRA qui s'appelle 4 pour 1000 qui est destiné à essayer de faire ça avec des choix d'espèces, qui est pour le moment un projet de recherche, hein, ce n'est pas une mise en œuvre. Et puis, il y a aussi un projet de... Alors, peut-être revenir en arrière. Je veux dire juste sur ces émissions négatives, des projets qui sont d'utiliser ça pour faire des biocarburants. Les biocarburants servent à faire de l'électricité et du CO2. Le CO2, on enfouit sous sol. Aujourd'hui, on n'est pas du tout en train de développer, où il y a un prototype au Canada, mais on n'est pas du tout en train de développer des technologies d'émissions négatives. Alors, c'est un choix qui est fait par paresse, je dirais. On n'en débat pas. Il faut être cohérent. Soit on ne le prend pas en compte, soit on le prend en compte. Si on ne le prend pas en compte, il faut en tirer les conséquences. Si on veut le prendre en compte, il faut le développer, ces techniques. Aujourd'hui, il y a une espèce d'entre-deux. Dans les rapports du GIEC, on fait tout comme si on serait un jour capable de développer ces techniques de reprise du carbone. Et c'est pour ça qu'on a des routes possibles vers les 2 degrés, éventuellement même vers les 1,5 degrés. Mais si on ne fait pas ça, 2 degrés, c'est très difficile de se limiter. Et il faut en prendre la conséquence. Alors, j'ai une transparence suivante. Vous avez ici, en fait, les routes du carbone. Si on veut rester sous les 2 degrés, ça, c'est des contraintes. C'est des contraintes, c'est comment est-ce qu'on a le droit d'émettre des gaz à effet de serre si on veut rester sous les 2 degrés, sachant qu'il reste un certain dans l'atmosphère. On ne veut pas dépasser 2 degrés, donc c'est une contrainte qu'on se donne. Voilà, on a des routes possibles. On peut limiter les émissions de gaz à effet de serre tout de suite, et après on peut se reposer un peu, ou alors on les diminue pas tout de suite, et comme on émet dans l'intervalle des gaz qui ne vont pas s'en aller, il faudra un effort supplémentaire par la suite. Les taux de réduction des émissions de CO2 qui sont associés à ça, si on veut vraiment y arriver, sont des taux à 2 chiffres. Hein. Alors ça paraît pas bien sur ce diagramme pour je ne sais pas quelle raison. Il doit y avoir une colonne ici qui montre des chiffres. Mais les taux de réduction sont des réductions en pourcentage qui sont à 2 chiffres. Donc c'est énorme en fait ce qui est demandé aux sociétés. Donc c'est un effet qu'il faut prendre en compte si on veut vraiment réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est un effort de tout le siècle, à un rythme qui ne s'est jamais vu en termes de faire disparaître une filière énergétique. Et voilà. Alors le deuxième point, je voulais dire, c'est que tous ces problèmes, ce qui les rend difficiles aussi, c'est que
ils sont plus compliqués que l'image qu'on peut en donner. Dès qu'on rentre dans l'espace des solutions, on rentre dans l'espace de la complexité. Il n'y a pas que le CO2. Il y a le CO2, il y a le méthane, il y a les halocarbone, il y a l'ozone des basses couches, qui est un produit associé à les émissions de méthane. Il y a les gaz toxiques, ceux qu'on respire à Paris ces jours-ci, qui ne se stockent pas vraiment, mais qui sont renouvelés constamment et qui jouent aussi sur le bilan radiatif de la planète. Donc il faut rentrer dans tout ça quand on veut prendre des résolutions, et c'est ce qui est un petit peu aussi difficile maintenant. Alors, je vais passer ça pour ne pas prendre mon temps. Donc ça a joué, sur le transparent suivant, le suivant aussi, sur la manière dont on peut concevoir les choses. Et je vais essayer de ne pas être trop long maintenant, mais il y a une difficulté qui est maintenant de plus en plus claire dans l'esprit des chercheurs, c'est qu'on ne peut pas s'intéresser au problème des gaz à effet de serre et du climat sans s'intéresser à d'autres espaces de problèmes. Alors, il y a bien sûr des problèmes sociaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que des transitions comme ça aient lieu. Hein, on peut faire une économie nouvelle sur les énergies nouvelles, on doit la faire, qui amène des emplois en plus, mais il y aura des emplois perdus aussi. Donc il y a un travail à faire, un travail de réflexion attentif sur ce que ça implique au niveau social. Vous avez aussi, dans cet aspect social, tout ce qu'on peut appeler l'injustice climatique. On est dans un domaine où, et c'est physique, les dangers climatiques sont beaucoup plus forts dans les régions intertropicales que dans les régions extratropicales. Pourquoi ? Parce que c'est des régions qui sont plus chaudes. C'est aussi des régions où le régime des vents est très différent. Des régions où on peut avoir des sécheresses prolongées. Ici, à Bordeaux, de ma ville d'origine, en Bretagne, celle de mes ancêtres, on a une saison des pluies, souvent tous les 5 jours peut-être, donc c'est pas tous les 10 jours. On voit rarement en fait la Garonne à sec à Bordeaux. Donc ce qui peut se produire dans les pays intertropicaux, ce sont des choses beaucoup plus graves. On peut avoir des sécheresses, il y a eu des sécheresses au Sahel qui ont duré 20 ans, et puis qui ont été suivies par des inondations très violentes. On a aussi des cyclones, beaucoup de choses extrêmement violentes. Donc il y a une inégalité face au changement climatique qui est extrêmement forte, qui ajoute aussi à ce problème de stress. Vous avez aussi toute la dimension dont va parler Franck, c'est celle de la biodiversité. Hein, pourquoi est-ce qu'on est concerné par ce changement climatique ? Parce qu'il peut affecter nos sociétés humaines et le vivre ensemble, si vous voulez, puis aussi parce qu'on a un patrimoine qui est le patrimoine vivant. Alors, ce qu'on recommandait, en fait, ça c'est un rapport du GIEC, donc vous avez ici un espace de solution pour le climat, en vert, mais il est contraint par ces autres problèmes. Et l'idée générale qui avait été exprimée dans ce rapport du GIEC, et qui a été en fait reprise par la négociation de la COP21, c'est de dire il va falloir itérer pour essayer d'être capable d'aligner ces contraintes à un moment ou à un autre. Donc ce qu'a fait la COP21, c'est de se donner un espace de retour, hein, en anglais on dit global stock take, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va tirer parti de tout ce que les pays ont promis pour essayer d'aligner les choses, de prendre des mesures qu'il faut pour le changement climatique et aussi pour le reste. Donc tous les 5 ans, se revoir. Alors, en arrière, là, juste en arrière, si on revient encore avant, ce schéma-là montre que vous avez les chemins possibles. On a fait un travail à partir de toutes les promesses qu'ont fait les États, et elles sont insuffisantes. Vous voyez, on est au-dessus du chemin qui nous conduit vers les 2 degrés. Ça veut dire que dans ce travail de revoyure tous les 5 ans, il faut qu'on puisse faire pression pour que les mesures alignent progressivement les choses sur les chemins des 2 degrés, mais tout en respectant ces autres contraintes sociales, environnementales, dont on a parlé. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme solution autour de ça ? Je pense que beaucoup de gens regrettaient que les accords ne sont pas contraignants, mais je ne sais pas si une contrainte juridique qui n'a jamais été respectée autour des accords de l'ONU est vraiment ce qu'on peut regretter. D'ailleurs, elle y est formellement, mais elle n'y est pas complètement. Je ne suis pas assez juriste, d'ailleurs, pour bien saisir les... Il y a, à mon avis, deux éléments qui peuvent mettre en route ces choses-là. Il y a d'abord la seule puissance de l'opinion publique. Alors, moi, je suis démocrate, je crois que, de toute façon, on ne peut pas faire les choses sans les gens. Quand on voit l'ampleur de ce qui est devant nous, je crois qu'on ne peut pas faire les choses sans les gens du tout. On voit autrement, on aura des Donald Trump partout.
si on essaie de passer outre, si on essaie de passer à... Et aujourd'hui, ces phénomènes-là sont mal compris, sont mal perçus, sont anxiogènes. Et si on essaie de passer trop fortement, mais ça c'est une opinion qui n'est plus tout à fait une opinion de climatologue, de citoyen, on risque... Donc il y a cette dimension-là. Pour nous autres scientifiques, ça veut dire un travail extrêmement concret, celui d'expliquer ce qui se passe, d'expliquer ce qui peut se passer. On n'est pas vraiment dans notre métier habituel. On n'a pas d'organisation dans nos laboratoires pour faire ça. Donc on essaie de le faire, on parlera un peu sur la dimension aquitaine, mais c'est pas... L'autre domaine, c'est effectivement d'imaginer que quelque part, il y a un mouvement un mouvement du business qui fasse que, un peu comme on a vu fleurir en quelques années les téléphones portables, on voit fleurir en quelques années des technologies qui ne sont pas nécessairement nouvelles, mais qui seraient nouvellement appliquées autour des éoliennes. Voilà. Alors ça se fait un peu. Le problème, c'est la course de vitesse avec ce qu'on émet et avec la planète. Ça ne se fait pas assez vite aujourd'hui. Alors face à ça, il y a effectivement tout un espace qui s'est ouvert de gens qui disent écoutez, on sait bien, mais on va se préoccuper d'essayer de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il faut aussi se préoccuper de s'adapter au changement climatique. Alors je vais laisser la parole très vite maintenant à Franck, mais ce que je voulais dire, c'était il y a plusieurs dimensions. D'abord, c'est vrai que les catastrophes les plus importantes sont du côté du sud. Mais en même temps, ce que l'on voit, c'est que s'intéresser à ce qui se passe chez soi, c'est nécessaire, parce qu'il faudra anticiper ce qui peut se produire. C'est aussi un espace de compréhension des enjeux. C'est-à-dire que sur une région donnée, ce problème que je disais d'arbitrage entre des problèmes liés à la biodiversité, des problèmes liés au changement climatique, des problèmes sociaux, se pose de manière extrêmement concrète. On doit l'arbitrer de manière simple, sans biaiser, sans passer par des instances internationales qui par ailleurs sont nécessaires mais qui sont complexes. Donc il y a un élément pédagogique extrêmement fort. Et aujourd'hui, je crois que ce problème de pédagogie est essentiel parce qu'on se rend compte qu'à peu près, quand on demande aux gens est-ce que vous savez ce que c'est que l'effet de serre, à quoi c'est dû, la réponse gaz à effet de serre, CO2, c'est 15% seulement de la population en France. Donc il y a une incompréhension de ce qui se passe, qui est extrêmement grande aujourd'hui, qui est extrêmement grande et qui nourrit une anxiété, qui nourrit des... Donc je crois qu'on a besoin de pédagogie. Alors c'est un peu à l'origine de ce qu'on a fait en Aquitaine, et dont on va laisser Franck parler, qui est d'essayer de se dire, on va regarder sur notre région. Notre région est peut-être... Elle est vulnérable, on va le voir, mais peut-être pas autant que d'autres, ou peut-être plus que d'autres aussi. Et en faire un double exercice, un exercice pour la région, et puis un exercice aussi pédagogique qui permet de favoriser une prise de conscience autour de ces problèmes, qui à mon avis, est l'élément aujourd'hui le plus nécessaire. Voilà, donc je vais m'arrêter là, et puis je vais laisser maintenant Franck essayer de faire un relais à peu près...